Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes en train d'arriver progressivement. Merci d'être là à ce goûter de réhab. Donc, euh, je vous rappelle le principe. Donc, les goûters de réhab sont des visioconférences débats qui se passent en ligne sur Zoom, qui ont déjà une certaine ancienneté. Je sais plus, peut-être 4 ans, on va dire à peu près, en gros d'existence. Et aujourd'hui, on va parler de père aidance familiale et de soutien aux aidants au sens large. Je vous rappelle que on vous demande de fermer votre micro et votre caméra parce que les goûters sont enregistrés. De ce fait, pour des raisons de droit à l'image, on peut pas, vous pouvez pas laisser vos caméras ouvertes et vous aurez accès au replay sur la chaîne YouTube du CREPSI des Pays de la Loire. Voilà, donc moi je suis Marion Hospitalier, je suis médecin responsable du CREPSI et du CREAPS, le Centre Ressources Handicap Psychique des Pays de la Loire. Et aujourd'hui, on va parler de soutien aux aidants. Je vais laisser Yves-Antoine présenter le goûter et les intervenants. Bonjour à tous. Dans la suite de nos différents goûters dont on a commencé il y a 4 ans, on a fait plusieurs goûters sur la pérédance et là on souhaitait, voilà, suite à montrer l'importance de la pérédance dans le processus de rétablissement, aussi évoquer la place des aidants qui est importante aussi dans le processus de rétablissement des personnes et aussi faire un focus plus spécialement sur les pérédants familiaux. On voulait aussi faire un focus sur sur des programmes aussi de soutien aux aidants proposés par les centres sanitaires. On sait que dans les Pays de la Loire, il y a l'ensemble des établissements sanitaires en santé mentale proposent des programmes tels que Profamille, bref, en collaboration avec l'UNAFAM. Donc, ça montre également une volonté d'amélioration de la collaboration avec les aidants. Et notre intention, donc, c'est vraiment de faire un focus sur la pérédance familiale avec la participation de Pascal et Marie-Neige qui se présenteront. Et ensuite, avec la présentation de programmes Bref et Léo par Bénédicte et Maxime qui font partie de l'équipe du Centre Lyonnais pour les aidants familles en psychiatrie. Donc, je laisse la place à Pascal et Marie-Neige, sachant que vous pourrez poser votre question via le chat et que nous serons porte-parole de vos questions lors des temps de pause prévus pour les questions. Voilà, je laisse la place à Pascal et Marie-Neige. Bon goûter à tous. Donc, avant de me présenter, là, je vais vous présenter un peu de ce dont on a prévu de vous parler. On va d'abord se faire notre témoignage à tous les deux, de Marie-Neige et puis moi. Après, on va vous parler du parcours des aidants. Et puis après, on va plutôt parler de la pérédance familiale, puisque tous les deux, on est père aidants familiaux. Alors, je jongle dans mes écrans. Voilà. Alors déjà, en introduction, c'est un peu pourquoi c'est important de s'occuper des aidants et des proches, qui sont, avant d'être aidants, ils sont proches. Je vais pas détailler tous les chiffres, mais il y a plein de données qui montrent que les personnes qui sont aidantes ont des problèmes, enfin que c'est pas simple, et que le pas simple se traduit y compris par des problèmes de santé. Il y a plusieurs études qui parle de ça, et que si on veut éviter non seulement d'avoir les personnes concernées dans les services hospitaliers, mais aussi leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs époux, épouses, il faut s'en occuper. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Marie-Neige pour son petit témoignage. Merci Pascal. Voilà, moi je m'appelle Marie-Neige Granado, je suis père aidante familiale professionnelle au sein du Vinatier. Je développerai plus mon rôle et mes missions après. Donc tout d'abord, je vais me présenter. J'ai 54 ans, j'habite dans le Beaujolais à 40 kilomètres de Lyon environ. Deux enfants d'âge différents, ils ont 14 ans d'écart, une famille recomposée via deux unions. Et ce que je voulais également dire dans mon identité, parce qu'on devient aidant, donc on a tout un parcours, et que déjà, mon ancrage familial m'a beaucoup aidé.
malgré des conditions modestes dans ma famille, il y avait des valeurs fortes qui m'ont aidé à tout un tas d'épreuves, parce qu'on a une histoire et que c'est important aussi de revisiter son histoire et des fois s'appuyer dessus. Sur mon parcours professionnel, moi, je dirais que j'étais pas dans une scolarité classique puisque je suis rapidement partie du collège et je me suis tournée via la petite porte professionnelle. J'ai évolué, passant de l'animation pendant 15 ans avec un BGEPS à un parcours d'accompagnement, donc tout d'abord dans le médico-social comme aide médico-psychologique, puis j'ai fait une VAE, donc une vraie validation des acquis et de l'expérience comme éducatrice spécialisée. Et après, c'est là où je suis devenue aidante, puisque mon fils aîné, qui était un jeune adulte, j'ai dû l'hospitaliser, donc avec une hospitalisation sous contrainte. Donc voilà, réagir dans l'urgence avec tout le tsunami émotionnel que cela comporte. Euh, et très peu de réponses à mes questions, donc une hospitalisation courte sur laquelle il a fallu rebondir. Donc, j'ai cherché à comprendre et à apprendre, ce qui était un petit peu la base, tout d'abord toute seule, puisque j'étais en milieu rural et qu'il n'y avait pas grand-chose. Et puis, ce qui m'a sauvée dans mon parcours, c'est de trouver des dispositifs sur Lyon qui ont pu vraiment m'aider. Donc, notamment Profamille, qui est un programme de psychoéducation long et qui m'a permis d'avoir des vrais outils, que ce soit dans la communication, que ce soit aussi pour poser des limites et pouvoir répondre aux besoins. Donc, avec un cheminement, hein, parce que même si on a des outils, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais ça m'a apporté des vraies réponses qui m'ont permis de m'investir sur mon territoire. Parce que je voyais que sur mon territoire rural, il n'y avait rien du tout. Et que sur Lyon, c'était pour moi l'espoir, la connexion avec des soignants et d'autres professionnels qui étaient vraiment dans un parcours de rétablissement et qui incluait les proches. Donc, j'ai eu besoin de fonder une association euh, pour justement être dans une colère constructive et apporter du soutien aux aidants de mon territoire. Donc, un militantisme pendant 4 ans qui n'a pas été simple. Voilà, et qui m'a permis de faire du maillage de réseau et de sensibiliser les acteurs de la santé mentale et notamment le CLSM, donc le Conseil local en santé mentale, qui a été un vrai appui de partenariat. C'est bon, Marie-Neige? Il me semble, oui, c'est à ton Ok, tour. ok. Donc moi je vais me présenter. Alors moi je m'appelle Pascal, j'habite en Normandie et j'ai un proche qui est concerné par un handicap psychique qui l'apprivoise tranquillement. Il a 25 ans. Et puis pour faire mon témoignage, vous avez un petit peu de chance, c'est que je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée la semaine dernière. On est passé devant le juge des curatelles puisqu'il y avait le renouvellement de son jugement de curatelle. Donc enfin, il y a 5 6 ans, avec ma femme, c'est surtout ma femme d'ailleurs, sa mère, qui a demandé la curatelle parce que c'était au milieu des crises, de la première crise, de la première hospitalisation. Il y a eu aussi il y a eu une allocation adulte handicapé. Il y avait une addiction et c'était le grand n'importe quoi pour gérer tout ça. Enfin, globalement, l'argent de la hache allait plutôt dans les addictions et dans les conduites, dans les achats compulsifs que dans la nourriture. Donc, on a demandé une curatelle qui était, enfin, ça lui a pas plu, à mon proche, là. Et puis là, on est retourné pour le renouvellement de la curatelle. Et là, donc, on était lui, moi, le juge, la greffière, sa curatrice,
Et on s'est rendu compte qu'il y avait eu en 5 ans, il y avait eu un sacré boulot de fait de sa part, puisque en 5 ans, au milieu des crises, des hospitalisations, des rechutes, etc., il a fait un parcours d'insertion professionnelle. Il est, euh, il est en ESAT, il est dans son appartement depuis un moment et il gère de mieux en mieux son appartement. Il a une vie de couple plutôt stable. Enfin, tout un parcours d'inclusion, d'insertion sociale qui n'est pas celui qu'on aurait sans doute rêvé il y a quelques années, mais qui est un parcours quand même remarquable, enfin, à mon avis, de sa part, parce que c'est vraiment, il a apprivoisé son handicap. Moi, de mon côté, pendant ces 5 ans, alors bien sûr, là, c'est ce que je vous ai mis sur le petit slide, hein, j'ai connu des moments de désespoir, de colère, enfin des moments pas cool, hein, et puis, mais par contre, alors moi, il y a 5 ans, j'étais agent EDF, j'étais pas du tout père aidant familial et j'étais pas du tout aidant. Mais sur ces 5 ans, j'ai fait Pro-Famille. J'ai adhéré à une association, je l'ai animée, j'ai fait le DU de pérénance. Et pareil, voilà, c'est un parcours qui est totalement original par rapport à ce que je m'imaginais, mais qui est un parcours hyper intéressant, avec beaucoup de fierté pour mon proche, parce que franchement, il avance bien. Et là, donc, devant le juge, ben, on s'est tous rendu compte de ça, et le juge lui a dit, bah, chapeau, et lui, il a dit, ben, moi, j'ai encore besoin de curatelle, parce que là, je me sens pas encore assez costaud pour gérer toute ma vie sociale. Donc, c'est moi, ce coup-là, qui demande à ce que la curatelle soit maintenue. Voilà en résumé mon parcours, mon petit témoignage, qui est un parcours, bah, j'espère qu'il montre qu'en tout cas, il y a plein d'espoir. Enfin, c'est quand on a un proche qui déclenche une maladie comme ça, au début, on est désespéré, et puis bah, ça avance tranquillement. Alors, je continue, Marie-Neige, puisque là, on a décidé de vous parler du parcours des aidants dans notre communauté de pères aidants familiaux. On appelle ça les PAF. C'est un sujet qui nous intéresse bien parce qu'on on voit bien que le parcours de père aidant, le parcours d'aidant, le parcours de proche et le parcours dedans, il y a des étapes dedans, qu'il y a des moments où c'est pas la peine de dire aux proches, bah là, la solution c'est que vous fassiez pro-famille et tout ira bien. Il y a enfin, il y a des étapes, il y a des moments clés, et on essaye un peu de modéliser ce parcours-là pour ajuster tout ce qui pourrait être une offre pour aider les proches et pour aider les aidants. Alors, ça se découpe en 3 domaines. Alors, pour le moment, c'est au niveau, on est tout nouveau, hein. Donc, on en est aux premières réflexions sur le sujet. Donc, c'est pas une vérité scientifique, surtout que si on voulait que ce soit une vérité scientifique, il faudrait qu'on ait des niveaux de preuve un peu plus travaillés. Mais voilà, on en est là. On en est sur, pour le moment, 3 domaines, puis à peu près 5 temporalités. Alors, les 3 domaines, c'est ce qu'on appelle le répit. Alors, le répit, on voit tous à peu près ce que c'est, hein, tous et toutes. On connaît tous des proches qui sont complètement sous l'eau parce qu'ils s'occupent en permanence de leurs proches. Donc, le répit, c'est un domaine. Et puis, la deuxième chose, c'est la relation à apaiser avec son proche. Ça, c'est par moment, enfin, tout devient insupportable, que ce soit la paire de chaussettes qui se traîne systématiquement au milieu de la maison, mais aussi le cycle du sommeil complètement inversé, où en gros la personne dort la nuit et dort le jour, et puis la nuit elle fait du bruit, elle ouvre le frigo, enfin elle vit la nuit, quoi. Donc ça, c'est des tensions qui sur le long, enfin sur un temps donné, peuvent être insupportables et qui amènent à des grosses tensions intrafamiliales. Alors, ces 2 domaines-là, ils sont importants parce qu'en fait, quand vous voyez des proches et des aidants, souvent, c'est des personnes qui ont réussi à peu près à apprivoiser ces 2 domaines-là. Mais il y a plein de gens qui n'arrivent pas à prendre de répit. Il y a plein de gens par exemple, une mère célibataire qui vit toute seule dans son petit appartement avec son proche,
bah, son espace de vie il est complètement envahi par la personne concernée qui a des troubles. Et ça amène à des ruptures intrafamiliales. Et c'est peut-être aussi là qu'il faut chercher, parce que, enfin, il y a quand même beaucoup de personnes concernées par des troubles psychiques qui se retrouvent sans entourage, sans famille, qui perdent leur famille. Donc ces deux domaines-là sont sans doute pas assez dits pour éviter les situations de rupture. Le troisième domaine, c'est s'il y a une volonté partagée des deux partenaires de participer au parcours de rétablissement. S'il faut participer au parcours de rétablissement, il faut que ça soit d'accord par la personne concernée, mais aussi par les dents. Je vais juste donner un exemple. Les plans de prévention partagés ou les guides Mon GPS ou les directives anticipées en psychiatrie, c'est quelque chose d'important. Et dedans, donc, la personne concernée travaille à son plan de prévention partagée et il y a une personne de confiance dedans, enfin un référent. Il faut que les deux personnes soient d'accord pour que être figuré dans ce plan de prévention partagée. Voilà, ça c'est sur les trois domaines. Après, sur les temporalités, alors je vais laisser un petit peu de côté l'errance, mais il y a déjà la première étape, c'est l'impact, hein, c'est l'impact de la première crise, de la tentative de suicide, de l'hospitalisation en urgence, parfois sous contrainte, etc. Là, faut pas être, enfin, nous, ce qu'on constate et ce qu'on a vécu aussi, c'est que ça reste dans la tête ces moments-là, ça reste avec on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à, on peut avoir vraiment des symptômes de stress post-traumatique. Donc ce moment-là est un moment important qu'il ne faut pas louper et qui peut se reproduire puisque on sait qu'il y a des rechutes, etc. La deuxième temporalité, c'est la vie est limitée. Il y a du désespoir. Donc, c'est le moment que j'ai connu. Je pense que Marie-Nage aussi. On se dit, ben là, la vie, on voyait enfin, il y avait un jeune la vie s'ouvrait devant lui, puis tout d'un coup, elle s'arrête. Et puis, on a vraiment l'impression que ça s'arrête. On voit pas. Enfin, moi, c'était, bah, il va être dans ses addictions toute sa vie, quoi. Et ça va limiter sa vie et ça va raccourcir sa vie. Donc ça, c'est un moment, c'est un autre moment aussi. Et puis un troisième moment, c'est quand le changement devient possible, c'est on a envie d'apprendre. Alors c'est typiquement là. Alors, je vous rappelle, hein, c'est des temporalités qui sont pas, c'est pas 2 mois sur l'un, 2 mois sur l'autre. Ça va varier suivant les personnes, suivant l'entourage social, suivant les moyens aussi qu'on a. Enfin, il y a plein de choses qui vont s'en mêler, mais ce changement qui devient possible, c'est typiquement le moment où on se tourne vers Profamille. Enfin, pour ceux qui ont la chance d'avoir Profamille près de chez eux, de connaître Profamille ou Connexion familiale ou Léo, eh ben, on a l'énergie pour déjà trouver ces programmes de psychoéducation longs. On a l'énergie pour les suivre pendant plusieurs séances, puisque c'est des programmes longs avec un investissement long, hein. Les exercices pro famille, il faut se les fader. Mais voilà, c'est ça qu'on entend par le changement qui devient possible. Et puis le dernier, c'est l'engagement de changement. C'est un peu ce que je vous ai dit là tout à l'heure, quand voilà, dans notre petit bilan devant le juge des curatelles, où il y a une vie complètement différente, il y a une vie pleine d'espoir, et avec quand même des, des inquiétudes, des interrogations. Typiquement, voilà, on a fait Profamille, enfin pour mon cas, voilà, j'ai fait Profamille, et puis je vois bien qui ça évolue, je m'entends très bien avec mon proche et tout. Mais le jour où il va venir me voir et puis il va me dire, bah, écoute, Pascal, là, on va avoir un enfant. Bah, ce jour-là, je peux vous dire que j'aurais, enfin, si ça arrive, j'aurais des interrogations. Et même si c'est quelque chose qui est tout à fait normal, bah, ça me posera question et
j'aurai encore des questions, j'aurai encore besoin de travailler ces domaines-là. Voilà où on en est, nous, du parcours de comment on imagine le parcours des proches aidants. Je vous répète, c'est pas du tout écrit dans le marbre, c'est à l'état d'hypothèse et c'est quelque chose qu'on met un peu en parallèle avec le parcours de rétablissement des personnes concernées, qui sont deux chemins qui se côtoient, qui sont pas, qui vont pas au même rythme, pas du tout. Mais c'est aussi un parcours de rétablissement. Et je pense que c'est un peu important d'avoir ça en tête parce que de dire, voilà, on a le joker, la bonne réponse à tout en disant, bah, faites bref et puis tout sera résolu, ou faites un groupe de parole et tout sera résolu, ou faites pro-famille, tout sera résolu. C'est plus compliqué que ça. Il y a des moments dans le parcours de proches et d'aidants où on a des attentes, des besoins qui sont différents. Voilà, voilà. Avant Je- avant de passer aux questions, moi, je voudrais juste rajouter sur ce parcours-là, qui est très synthétique et qui est très bien, que quand même s'investir dans des associations et où au moins y aller pour rencontrer d'autres pairs, c'est aussi très rassurant. Et que moi, ça m'a énormément rassurée, ça m'a permis de libérer des pensées que je pensais inavouables, avec justement cette sensation d'être un mauvais parent ou de mal m'occuper des autres enfants, etc. Et que, voilà, démystifier le trou, voir qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées, qui peuvent vivre les mêmes choses que nous, déjà, ça allège le fardeau de pouvoir libérer ce qu'on vit au quotidien. si on a deux, trois questions sur le sujet, déjà. On les prend là. 5. Alors, l'une des questions, c'est quel est l'équivalent de pro-famille pour les proches qui souffrent de troubles dépressifs? Est-ce que vous avez une idée, une réponse? Ce sera juste après, je crois que Léo, c'est tout trouble. Donc, voilà. D'accord. Sachant que, alors, sachant que, mais ça, enfin voilà, ça sera l'objet de la deuxième partie, sachant que malheureusement ces programmes ne sont pas disponibles partout. Voilà. Oui, juste peut-être pour rappeler, dans la deuxième moitié du goûter, on va parler de programmes d'accompagnement des aidants, de programmes structurés. Donc voilà, on abordera ces exemples-là secondairement. Moi, je me posais une question pour Marie-Neige, t'as dit on devient aidant. Donc, vous avez bien présenté un cheminement psychologique C'est qui ça. a été, qui ressemble un peu au cheminement du rétablissement. D'ailleurs, je trouve quand même, quand on voit le parcours de rétablissement, ces étapes-là, on sait bien que c'est des étapes qui ont des durées ou qui sont pas les mêmes pour tout le monde, mais qui quand même vont dans ce sens-là avec cette succession-là. Je me posais la question, quand tu dis on devient aidant, euh, qu'est-ce qui, à votre sens, à tous les deux, qu'est-ce qui permet de devenir aidant quand on est parent ou frère, sœur, conjoint d'une personne qui se retrouve à vivre avec des troubles psychiatriques? Euh, Qu'est-ce qui aide à devenir aidant, à votre avis? C'est une bonne question. Moi, je pense que déjà, ce qui aide à devenir aidant, parce que dans aidant, moi, je pense aussi à tous les outils aujourd'hui, parce que j'ai énormément de recul par rapport à il y a 10 ans en arrière, bien sûr. Au début, on est simplement comme parents, enfin, comme tout le monde. Et à partir du moment, surtout en psychiatrie, où bien souvent c'est lors d'une première crise, d'une hospitalisation, où on se rend compte que notre proche, il y a quelque chose qui va pas. euh, c'est à ce moment-là, enfin, pour ma part, j'étais pas dans l'acceptation. Il a fallu que je chemine sur mes propres représentations déjà. Sortir de mes représentations, sortir de la médiatisation qui, malheureusement, ça évolue, mais c'est quand même pas très glorieux tout ce qu'on entend à la télévision et qui nous impacte.
Moi, j'avais beau être dans le médico-social, j'avais déjà une culturation au niveau psy, mais pas psychiatrique. Et c'est vraiment quand on a des outils euh, sur la communication où on va pouvoir agir de manière différente, on va pouvoir prendre en compte nos limites, nos forces, travailler avec ça. Je pense qu'il y a aussi toute une dimension psychologique et introspective. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Marie. Si, merci beaucoup, si. Pascal. Moi, je ne sais pas ce qui aide à devenir aidant, je sais ce qui n'aide pas. Enfin, Eh, ah bah, ça Pas mal. m'intéresse aussi. bah déjà, il y a le premier truc, c'est euh, être à l'aise financièrement. Enfin, euh, je vous ai parlé, hein, quand on a une maison qui est un peu grande où chacun a sa chambre, c'est totalement différent que d'habiter dans un HLM où si quelqu'un fait du bruit, bah, il y a les voisins qui viennent dire, donc là, votre fils ou votre beau-fils, il est Hmm. chiant, hein. Donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc, c'est et le dernier, je pense qu'il y a une... Alors, je vais dire culturellement, mais c'est pas du tout péjoratif. C'est que moi, j'avais une culture en dehors de l'aidant. J'ai une culture, enfin, une culture. J'étais syndicaliste. J'avais une culture associative et voilà, j'avais une habitude. Quand il y a un problème, il y a forcément une réponse dans le collectif. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, quand ça nous est tombé dessus, on a regardé, on a vu l'UNAFAM, on est allé voir l'UNAFAM, on est allé à la permanence de l'UNAFAM, et il nous a dit il faut faire pour famille. Voilà. Donc, c'est ça. Mais je dis ça en trois mots. Trouver une assoce, franchir la porte de la sauce, c'est pas simple pour tout le monde. Et c'est important. Et je vais compléter. Quand ils nous ont dit il faut faire pour famille, j'étais donc avec ma femme. Ils l'ont répété je ne sais pas combien de fois et elle est ressortie. Elle n'avait pas entendu du tout de mot pour famille parce qu'elle n'était pas disponible pour ça. Donc je pense que ce qui aide à être aidant, c'est aussi d'être accompagné voilà, pour être positif. Il faut être accompagné sur les étapes, il ne faut pas être tout seul. Sinon, c'est du sacrifice. Si on est tout seul avec son proche à s'occuper de lui, ouais, c'est vraiment du sacrifice. Alors que si on est entouré, bah, c'est plutôt. Je vais peut-être scandaliser un peu, mais enfin, moi, maintenant, je trouve ça sympa, quoi, d'être aidant. Enfin, je ne vois pas du tout. Hmm. Les choses de la même Sur- manière. Ouais, Ok. ouais, c'est valorisant. Enfin, Hmm. il, me il me fait du bien, hein. Il me pousse à à réfléchir les choses un peu différemment. Ouais, Voilà. c'est valorisant. Moi, je reprends sur le mot valorisant. Euh, euh, c'est un mot qui me gêne un petit peu. Par contre, c'est valorisant quand personnellement, moi, voilà, à partir du moment où il vit ses expériences et qu'il avance, ouais, ça, mais c'est pas dans le côté de l'utilité, en fait. Voilà. Parce que les personnes qui sont aidantes depuis très longtemps, et le jour où il y a le proche qui, bah voilà, qui avance, ou soit en appartement autonome, soit dans un foyer, peu importe la modalité, mais qui a vraiment quelque chose qui avance, ça, il y a aussi un grand vide qui s'installe. Parce que quand on a été des années dans les danses avec pas beaucoup, c'est très compliqué parce qu'on est un petit peu conditionné par cet accompagnement au long cours. Voyez? Donc ça aussi, quand c'est plus light, je pense aussi que c'est bien d'avoir un espace d'écoute. Ok. Pascal, il y avait une question du Clubhouse Nantes. Comment arrivez-vous à aider votre proche au-delà de la curatelle? Je crois qu'il y a besoin d'avoir des choses un peu plus précises, concrètes. En pratique, peut-être, c'est Ouais. ça? Ouais. Est-ce que tu veux... Euh, eh ben, je vais répondre. J'ai trois enfants. J'ai mon beau-fils et trois enfants. Et mes enfants, ils ont entre 25 et 30 ans.
Et ben tout ce petit monde-là, je les aide pareil, quoi. Enfin, mes filles qui sont jumelles, quand elles m'appellent pour faire leur première déclaration d'impôt, elles sont perdues. Alors que, enfin, ben, c'est du même niveau. Je sais pas répondre à cette question-là. Aider, Est-ce que, s'il y a une réponse, c'est dans le respect de son parcours, de son pouvoir d'agir à lui. C'est que maintenant, il sait que quand il a, enfin, au début, c'était pas le cas, hein. Moi, je donnais des conseils et puis je me faisais rentrer dans l'art. Maintenant, c'est lui qui vient me chercher en disant là, j'y arrive pas. Ou quand je vois qu'il n'y arrive pas, je lui dis là, enfin, je commence toujours par dire là, tu n'y arrives pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu y arrives? Est-ce que c'est moi qui t'aide? Est-ce que c'est, en l'occurrence, si c'est un problème de curatelle, est-ce que c'est la curatelle? Ou est-ce que tu vas te démerder tout seul? Et c'est un parcours, hein, c'est un parcours qu'on a mené en parallèle. Ouais, quand il a besoin d'aide, maintenant, c'est lui qui pose la question. Sinon, il ferait pas du tout comme ça. Si je lui imposais, ça serait pas comme ça. Peut-être une dernière question pour vous pour la suite. Comment se définit-on aidant? Et qui le définit? Est-ce que c'est l'aidant ou est-ce que c'est le proche concerné? Est-ce que vous avez une réponse? alors moi, par rapport à moi, mon fils, il me dit pas, aujourd'hui, si, un peu plus, mais pour lui, je suis sa mère, en fait. Voilà, tout simplement. Et, euh, et en fait, je pense que c'est quand on commence à s'investir dans le comprendre, dans l'apprendre, que on comprend également qu'on est aidant. C'est un peu plus que peut-être notre accompagnement, que les autres enfants, en fait. Ça se manifeste autrement. Et voilà, plusieurs fois, moi, dans des entretiens, mais j'en parlerai tout à l'heure, mais dans des co-entretiens que je mène, bah, il y a plusieurs mères qui m'ont dit, mais en fait, je ne savais pas que j'étais aidante. Donc voilà, c'est aussi toute l'importance de faire prendre la mesure, parce que sinon, on est tout le temps dans cette recherche d'être la bonne mère qui se dépasse jusqu'à l'épuisement, quoi. Je me demandais, après, on passera à la suite, mais euh, la question de l'aidance passe aussi par on aide, l'aidant, l'accompagnant, c'est aussi parce que le processus de rétablissement, ça devient une réalité et ça devient une, une norme, on va dire. En tout cas, on accompagne les personnes dans leur rétablissement. Peut-être que euh, avant, on était juste soutenant d'une personne dans un... Parce que là, je vois engagement de changement, le changement devient possible. Enfin, c'est vraiment, on a Mm, l'impression qu'on accompagne, mm, on est aidant parce qu'il y a un processus de rétablissement à accompagner, ou en tout cas qu'on se l'autorise, on s'autorise le rétablissement et au même titre, on s'autorise à être accompagnant du rétablissement. Euh, Enfin voilà, moi j'ai fait ce parallèle-là en tout cas sur le fait que bah il y a les danses et les danses et les danses aider le fait du processus de changement en fait aussi chez les personnes accompagnées. oui, Voilà, ben, comme disait Pascal, c'est le pouvoir d'agir en fait. ouais. Quand on a cette notion-là du rétablissement et du pouvoir d'agir, c'est une bouffée d'espoir par Mm. rapport au début où moi personnellement, je me suis dit, oh là là, mon fils, il a des troubles psychiques, mon Dieu, voilà, enfin c'est le désespoir total parce que on a en tête, quand on n'est pas formé, on a en tête des images très négatives Mm. et qu'en se formant, en voyant l'univers des possibles, bah justement, on avance. Et on se dit, ah oui, mais en fait, la notion de rétablissement, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par des moments fluctuants, mais c'est possible.
c'est avancer, c'est montrer des encouragements, c'est pouvoir accompagner la personne dans ses expériences. Et même des fois, quand la personne, elle se prend une porte parce que, voilà, c'était pas les effets escomptés, c'est lui permettre aussi ça. Parce que dans la vie, on se prend aussi des fois des portes, hein. Mm. Mm. Et au début, moi, j'étais surprotectrice. Et je pense que c'était normal que je sois surprotectrice parce que je voulais que mon proche, comme beaucoup, aille bien. Et c'est normal. Mm. Je vais m'arrêter parce que je suis trop bavarde. Oui. Il y a Emmanuel qui résume un commentaire, enfin c'est une question, mais que j'entends avec ce qu'on a dit comme commentaire, en disant qu'on passe peut-être de proches subissants à proches aidants avec le temps. Hum, Enfin, ouais, j'ai l'impression que ça résume un peu oui, que tu disais. ouais, je trouve Mm. que c'est assez juste. C'est les trois domaines, hein. C'est un aidant apaisé, ou une aidante apaisée, c'est quelqu'un qui a du répit, quelqu'un qui a une relation apaisée avec son proche. Et dans le parcours de rétablissement de son proche, enfin, il y a un accord partagé pour dire là, tu interviens ou là, tu n'interviens pas. Hmm. On va peut-être passer à la suite. Allez. C'est toi Allez-y. qui fais le marinage ou c'est moi? Les pères aidants familiaux? Euh, vas-y, fais donc, parce qu'après, moi, j'ai une grosse partie. Je viendrai compléter si besoin. Euh, Alors, ouais, donc il y a un nouveau métier qui émerge, c'est le père aidant familiaux professionnel. Donc, pour le moment, hein, enfin, la pérédance familiale, elle est énormément pratiquée dans les associations, hein, les associations à titre bénévole. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait aussi des pères aidants familiaux professionnels. Alors, avec plusieurs idées qui sont derrière. C'est déjà pouvoir être en contact très rapidement avec les proches. Typiquement, une première hospitalisation, on est dans le couloir de l'hôpital. Ça serait bien qu'il y ait à disposition, d'une manière ou d'une autre, des pères aidants familiaux. Sachant qu'un père aidant familial, c'est pas lui, ça remplace pas un soignant, c'est pas lui qui va expliquer, enfin, qui va donner le diagnostic aux proches, ça, c'est hors de question. C'est pas non plus celui qui va faire l'ordonnance, c'est quelqu'un qui est là pour s'occuper de l'entourage de la personne. Et puis, alors, donc, les manières de faire ou les objectifs, ils sont multiples, hein. Là, je vais laisser Marie-Neige après en parler. Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'un père aidant professionnel dans une équipe de soins, ça aide à ce que les équipes de soins aient une vision plus accessible, plus juste de ce que vive l'entourage avec une personne concernée par des troubles psychiques. Et ça aide aussi à mettre en pratique, enfin, avoir une activité professionnelle un peu différente, peut-être peut, peut-être un peu plus tolérante vis-à-vis des familles. Alors, bah, Marina, je crois que c'est à toi maintenant. Eh oui, c'est à moi. Donc, comme je vous ai dit, ça fait 1 an que je travaille au sein du Vinatier dans une unité qui s'appelle ADIS, donc autisme, neurodéveloppement et inclusion sociale. Donc, à cette unité famille, il y a un psychologue et une psychiatre. Et on travaille également avec une père aidante et des infirmiers, voilà, et toutes les personnes qui sont autour. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Mes missions actuelles, donc à l'unité famille, c'est surtout essentiellement des entretiens famille, donc qui peuvent être soit seuls, en direct avec la famille, qui peuvent être avec un médecin psychiatre, qui peuvent être avec le psychologue, qui peuvent être avec une père aidante. Ça peut être en présentiel, ça peut être par WhatsApp, par téléphone, par échange de mails. Voilà. Enfin, c'est assez ouvert pour essayer d'être assez disponible aux personnes. Voilà. Donc, pendant mon temps de travail, bien sûr. Donc, je travaille de 9 heures à 17 heures. Je fais également de la co-animation au programme de psychoéducation, bref.
Mais à la différence du programme de psychoéducation, bref, où c'est en 3 séances et à la dernière, c'est une association, moi, je participe à toutes les séances. Euh, je fais également de la prise de contact des familles sur adressement médical. Voilà, je les appelle, j'essaye de prendre contact avec eux, d'expliquer ce que je fais, de voir, voilà, d'avoir un échange et voir s'ils ont besoin de plus d'accompagnement. Je fais également de la recherche et de l'actualisation des ressources pour répondre aux besoins le plus précisément possible et si possible de proximité. Quand je vous expliquais tout à l'heure, moi, il fallait que je parte sur Lyon. Voilà. Et ben, moi, je trouve que c'est pas possible, ça, en fait, parce que quand les aidants, ils ont un travail, qu'ils ont d'autres enfants, c'est très compliqué. Je participe aux réunions cliniques, mais aussi, comme mon temps de travail a augmenté, je travaille sur l'unité de neurodéveloppement où je participe à la réunion tous les lundis matins, clinique, et également euh, à une réunion pluridisciplinaire à l'entrée d'un patient où la famille est présente. Donc, ce qui permet à la famille déjà de me voir, de pouvoir me présenter, et également à la fin de la réunion, ce que j'aime bien faire, c'est accompagner la famille jusqu'à sa voiture. Parce que on est sur un moment informel où la parole, elle se libère autrement. Je crée des documents ressources pour les familles, notamment, par exemple, j'ai un super flyer qui est dans la salle d'attente où toutes les familles peuvent le prendre, voir quelles sont mes missions, qui je suis, me contacter si besoin via le secrétariat. Et je sensibilise les professionnels à considérer les familles. Donc, que ce soit dans l'échange avec les professionnels qui viennent toquer à ma porte quand ils ont des besoins, dans les moments informels également. Et puis, il y a une réunion qui se passe chez nous, qui est tous les 3 mois, où les nouveaux arrivants, les nouveaux professionnels, quel que soit leur statut, hein, qu'ils soient infirmiers, psychiatres ou autres, il y a un échange pour expliquer que fait l'unité famille où je suis présente. Je présente ma mission de PAF. Voilà. Et je fais actuellement un recensement des PAF en France pour faire une cartographie et un annuaire, donc qui peut être judicieux à la fois pour les professionnels qui voudraient embaucher un PAF dans leur service, mais également pour justement montrer que c'est un métier en évolution. Donc ça, vous pourrez le voir dans nos fins de slide. Voilà. Donc, enfin, qu'est-ce que je fais essentiellement? Déjà, j'accueille les familles. On a un super salon pour les accueillir. Donc, une pièce qui est dédiée. C'était pas comme ça au début, mais ça avance aussi dans notre service. La première des choses, c'est l'écoute. Parce qu'on rencontre beaucoup de familles qui, justement, n'ont pas eu d'écoute et qui ont besoin de libérer la parole. Les échanges sont tellement riches que bien souvent, on est obligé de dire, voilà, là, on va s'arrêter, on reprogramme un rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a également le partage. Alors, le but n'étant pas de dévoiler mon témoignage, hein, c'est pas du tout ça. C'est de pouvoir rebondir sur certaines paroles des familles et de leur dire que moi aussi, j'ai traversé ça. De pouvoir leur apporter des conseils si elles le souhaitent. Voilà. C'est aussi très important de valoriser leur parcours et de leur montrer ils ont vraiment une expertise du quotidien. Expertise de ce quotidien, elle est très puissante parce que suivant les familles, bien souvent, il y a eu des sensations d'être jugé et c'est des émotions qui viennent un peu briser. Le fait de travailler à l'intérieur d'un service où il y a des soignants, ne serait-ce que par ma position, déjà, ça leur montre qu'il y a une vraie considération des familles, puisque moi-même, avant toute chose, je suis aidante.
Donc, s'ils m'embauchent, et ça, je le vois tout de suite, en fait. Dès que je me présente, que je leur demande pour eux, qu'est-ce que c'est que la pérédance? En quelques mots, voilà, je leur dis avec des mots simples, et je vois tout de suite des sourires. Enfin, c'est impressionnant. Euh, Tac. On travaille, bah, je leur demande et je travaille avec eux, j'identifie leurs besoins et je travaille avec eux selon leur rythme, selon leur cheminement et essayer de trouver des solutions dans ce qui est possible pour eux. Voilà, à l'instant T, comme disait Pascal, il faut pas aller trop vite dans les étapes parce que les personnes, elles peuvent être perdues. Voilà, dans les grandes lignes. Je regarde pas le temps, alors je Alors, sais pas si c'est bien dans le timing ou pas. très bien. Ah bah, c'est parfait. Ça va. Euh, donc, alors pourquoi former les PAF et enfin ce thème-là sur la formation des PAF? Alors déjà, les pères aidants professionnels sont issus des familles de personnes concernées par des troubles de santé mentale. Alors ça peut être père, mère, frère, sœur, enfin voilà, ou époux, épouse. Enfin c'est pas. Et puis le deuxième critère important, c'est d'avoir aussi une expérience d'association usagers en santé. Euh, et puis, après, une fois, ça, c'est les prérequis. Et puis, bah, pour intégrer une équipe soignante, il faut avoir du recul sur son parcours de père aidant, son parcours d'aidant, pardon. Il ne s'agit pas de dire, euh, typiquement, enfin, ce qu'on peut pas. Non, mais enfin, c'est bon courage. Nous aussi, on a vécu ça, quoi. C'est pas franchement le meilleur moyen de rebondir. Il faut aussi avoir une posture en cohérence avec les pratiques de réhab. Alors, un exemple euh, qui parle, hein, c'est tout ce qui tourne autour du secret médical. C'est important quand on est proche, on a tout le temps envie de savoir, mais qu'est-ce qu'il a? Est-ce que vous pouvez me donner le diagnostic, etc. Eh ben en fait, quand on est père aidant familial, il s'agit d'accompagner les proches à dire, mais ça, c'est quelque chose qui appartient, le diagnostic qui appartient à votre proche. Vous n'aurez accès à son dossier médical que si lui ou elle est d'accord, enfin toutes ces choses-là. Donc on est en position de médiation sur cette question-là, mais il faut qu'on soit aussi en cohérence avec le secret médical. Il faut maîtriser des techniques d'entretien et puis avoir une légitimité aussi dans son savoir expérientiel. Donc tout ça, ça nous amène au DU de pérédance familiale, qui est a priori la seule formation en France. Alors, il y a des personnes qui ont été pérédants familiaux avant le DU, qui n'ont pas fait le DU parce ils ont été recrutés directement, formés sans doute de manière différente, mais on est aussi, enfin, ils font partie de notre communauté. Mais là, c'est vraiment ça nous semble important de développer une formation théorique sur ce sujet-là. Alors, c'est quelque chose, je ne vais pas tout redétailler, mais je vais insister sur le contrôle des connaissances qu'il y a à la fin. Il y a un mémoire avec des sujets. Donc, on a un petit stock de mémoire maintenant avec des sujets vachement intéressants. Ça faudrait un jour qu'on les partage avec tout le monde. Mais on a aussi deux mises en situation. Une mise en situation où on est immergé face à des soignants habituels, infirmiers, psychiatres, etc. Et puis l'autre oral, on est confronté à une situation, enfin, on est avec une famille. Voilà. Donc on est quand même, il y a une épreuve, enfin, il y a une validation de ce DU qui est quand même qui est faite sérieusement. Pour finir, parce que je vois ça avance, si on peut avoir quelques questions. On est encore petit, hein. Ça, c'est la cartographie des péridants familiaux qui existent. Donc, vous voyez, il n'y en a pas partout, hein. Il y en a beaucoup globalement autour de Lyon, globalement autour de la région parisienne. Puis après, c'est parcellaire. Et sachant qu'on est plutôt dans les personnes qui ont fait le DU,
il y a quand même beaucoup de recherche d'emploi, hein. Enfin, ça n'a pas encore abouti à des emplois. Nous, ce qu'on cherche tout de suite à faire, c'est créer une communauté vivante des PAF. Ça nous semble important de faire groupe pour plein de sujets, déjà pour nous soutenir entre nous, parce que c'est pas forcément évident, mais aussi, ça a besoin d'être creusé, cette histoire. Enfin, on a besoin de faire de la recherche, d'avoir des termes oui, de faire de la recherche. Donc, on a besoin de travailler ça, obtenir un cadrage du métier, et puis la recherche, j'en ai parlé. Pour tout contact, ben justement, on s'est posé la question, on s'est dit, mais si vous voulez nous contacter, comment vous faites? Et ben, on l'a mis comme ça, parce comme on est au tout début, comme on a du mal à structurer, parce qu'on n'est pas attendu. Ça, si on en est au début, ben, on n'a pas de bonne adresse à vous donner pour le moment. On espère que ça viendra un jour, rapidement. Mais pour le moment, on ne peut pas vous donner, voilà, appelez tel numéro ou écrivez à tel mail. On n'a pas ça à disposition. Et puis pour finir, on avait envie de vous faire une petite minute de pub avec deux pubs. Alors déjà, on trouve que le site internet du CREPSI, il est très bien. Il n'y a pas grand-chose sur la pérédance familiale, ça reste amélioré, mais le reste est très bien. Et puis on vous a mis aussi ce qui nous sert un peu d'exemple, c'est ce qui se passe au Québec, puisqu'on est aussi maillé avec les pérédants familiaux du Québec, où là, c'est quand même largement plus répandu, hein. Je crois ils sont 80 PAF qui a 5 millions d'habitants. Nous, on est une vingtaine pour 60 millions d'habitants. Il n'y a pas photo, quoi. Donc, si vous voulez des renseignements, bah, vous allez sur le site là, que je vous ai mis sur le slide. Sachant qu'il y a une ligne d'écoute téléphonique, dans toutes les activités, ils sont intégrés aux équipes de soins, mais y compris, ils ont une ligne téléphonique où on peut avoir accès à des pérédants familiaux. Voilà, on va s'arrêter là pour qu'il y ait quelques questions quand même, avant de Moi, je passer. voulais juste rajouter quelque chose, c'est que la carte, elle évolue, pas à grande échelle, mais il y a un petit peu plus de pères aidants familiaux en poste. Voilà. Et on peut s'attendre à ce que le développement des pères aidants familiaux suive ou accompagne le développement des pères aidants professionnels, personnes concernées. Il y a une logique en fait, hein, il y a une logique territoriale que ça puisse suivre le même chemin, et qui est un chemin qui est modestement croissant, c'est-à-dire que c'est pas non plus exponentiel le nombre de pères aidants professionnels, mais ça augmente régulièrement et sûrement malgré tout euh, sur le territoire. Donc, Là, effectivement, l'HAS s'intéresse à nous, donc c'est déjà ouais, pas mal. c'est intéressant. Il y a une suite, la dernière slide où on parlait du Québec. Est-ce que vous avez des informations concernant la pérédance familiale en Belgique? C'est une question du chat. Je n'ai pas forcément une réponse très complète sur la Belgique, mais par contre, comme j'ai fait Profamille et puis que je suis toujours, enfin, il y a la pérédance familiale se développe dans l'animation de Profamille, notamment en Belgique. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Question concernant plus Marie-Neige, du fait que Marie-Neige, tu travailles au sein d'un centre hospitalier, Ouais. tu es embauché sur quel statut? Je pense Alors, que ça vient en lien avec le fait qu'il n'y a pas de statut pour les pères aidants professionnels. alors, c'est une très bonne question. C'est une question très compliquée. J'aime bien ce mot compliqué quand même. Oui, il n'y a pas de code métier. Il n'y a pas de statut. Euh, Là, enfin, sur ce que je sais des pères aidants familiaux un peu de partout en France, ça dépend un peu des volontés hospitalières et des chefs de pôle et de voir comment c'est possible d'articuler ça avec les ressources humaines. Voilà, pour moi, ça a été un combat parce que je suis qualifiée dans le médico-social, par exemple, comme EduxP, mais j'ai pas pu avoir ce statut.
Donc, ça évolue tout doucement. Au départ, pour pas avoir de questions taboues, j'étais adjoint administratif, ce qui me plaisait pas du tout parce que pour moi, je suis pas là pour faire des papiers. Et puis, j'ai réussi à négocier d'être ME. Bon, voilà. Après, au Québec, ils tournent plus sur le statut d'EduxP, pour donner un autre exemple. Voilà. Donc, j'espère, enfin, ça aussi, c'est en travail dans les axes euh, Camille Pascal. Je pense que c'est une question très importante et que on est beaucoup à vouloir opérer sur ce sujet, à savoir bah, un code métier quoi, qui serait identifiable par tout le monde et voilà. Mais en tous les cas, on fait pas ce métier pour l'argent, hein, ça c'est sûr. Moi, j'avais une question par rapport à votre partage sur les prérequis pour être PAF, sur la Hum. question de l'expérience dans une association. En quoi, selon vous, c'est important en tant que prérequis d'avoir cette expérience dans une association? Tu peux commencer, Pascal? Alors moi, l'expérience dans l'association, clairement, on passe un entretien avec les responsables de la formation. Voilà, les choses sont pas forcément figées. En tous les cas, c'est vrai que c'est important d'avoir une expérience dans une association et d'avoir fait des programmes de psychoéducation, je pense, parce que ça permet d'avoir un recul supplémentaire et que ça montre aussi que bah, qu'on est dans une association, on cherche, on chemine, enfin, on va plus vite dans les ressources, voilà, que si on n'en a pas en ce qui me concerne, hein. Pascal? Ouais. Moi, enfin, quand on se retrouve aidant, c'est très personnel, hein. Enfin, les premiers chocs, on se les prend tout seul, quoi. Et commencer à s'ouvrir sur euh, d'autres visions de parcours de proches, commencer à échanger là-dessus, de voir qu'il n'y a pas qu'un chemin, mais il y en a plein. Je pense que c'est important. Voilà, donc en l'état, comme il y a très peu d'accompagnement des proches aidants, et ben, l'endroit, le creuset où il y a plein d'expériences, des expériences hyper intéressantes, ce sont les associations, hein. Ça me semble important de passer par là. C'est, c'est un début d'apprentissage. Hmm. Sachant qu'on peut, enfin, c'est un début d'apprentissage et l'apprentissage peut continuer dans les associations aussi, hein. Après, il ne s'agit pas de faire la guerre entre les pères aidants familiaux, professionnels et bénévoles, hein. C'est vraiment, on est dans la complémentarité, hein. Et quel type d'association a pu vous aider, vous? Bah, je suis. Alors, moi, j'étais à Promesse que j'ai l'habitude de. Je suis toujours à Promesse. J'ai l'habitude de présenter comme l'association des UGG de Profamille. Enfin, l'idée, c'est après Profamille, comment on fait pour continuer? Et puis, je suis aussi adhérent à l'UNAFAM, hein. Enfin, voilà. Par exemple, dans Promesse, on a fait des ateliers de révision de Profamille, hein. Voilà. Et poser des limites, on le voit une première fois dans Profamille. C'est à un moment donné, en général, c'est au début du parcours de réhabilitation. Et ça se pose différemment au bout de 3 4 ans de vécu commun avec notre proche, ou ça peut être moins. Enfin, il y a d'autres questions sur ces limites, justement. C'est comme un marathon, voilà, c'est comme un marathon. L'entraînement initial, c'est Profamille, mais c'est pas parce qu'on a fait l'entraînement initial qu'on est capable de courir tous les marathons sans avoir des entraînements spécifiques après. Pareil que Pascal, moi je suis passée par l'UNAFAM. Et puis ensuite, l'UNAFAM, il n'y en a pas vers chez moi. On retombe toujours sur la même chose. Donc, c'est aussi chercher des lieux, parce que on parle de répit, mais des lieux de répit quand on a besoin de partir de chez soi et qu'on a la tête pleine, des fois, c'est pas évident de trouver un lieu qui nous satisfait ou voilà. Donc moi, je sais que je suis très en lien avec les tiers-lieux aussi, qui sont des viviers de réponses.
avec différents partenaires qui sont des milieux sociables et conviviaux. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, avec la coordinatrice du CLSM sur mon territoire, quand il y a des CLSM, je trouve que c'est très important de prendre contact avec les cordeaux parce qu'en général, c'est des maillons centraux qui connaissent tous les partenaires autour et qui peuvent vraiment aider. Ok. Question de précision, Marinage. Tu as dit Oui. que tu étais ME et du coup, Alors, est-ce que ça signifie micro-entrepreneur? non. Ah bah mince, je croyais que celle-là, tout le monde la connaissait. C'est moniteur éducateur. Ok. Moi, je suis auto-entrepreneur. Voilà. Les émissions que j'ai faites, c'est comme auto-entrepreneur. Ouais, on va peut-être passer la parole au clap parce qu'ils ont plein de choses à dire. Il faut pas qu'il s'endorme, le clap, quand même. Non, non, ils sont là. On On a besoin va, d'eux. si c'est OK pour vous, on va passer le relais aux collègues du CLAP et puis il y aura peut-être d'autres questions pour vous après. Maxime et Bénédicte, vous êtes prêts à prendre la suite? On est prêt, oui. Allez-y, c'est à vous pour présenter votre activité. Pendant que je partage mon écran, donc on se présente. Bonjour à tous. Moi, c'est Maxime Giudicelli. Je suis infirmier sur le Centre lyonnais des aidants en psychiatrie. On va vous présenter l'unité juste après, qui est une unité de l'hôpital du Vinatier à Lyon. Et donc, mes missions, c'est animateur de programmes de psychoéducation et des missions de formation et de sensibilisation aussi, essentiellement. Et Bénédicte de Martenne, moi je suis psychologue sur la même unité. Mon temps est 100% dédié aux aidants également, dans les mêmes missions que Maxime, animation des programmes, bref, et Léo. Et puis coordination un petit peu de la diffusion du programme Léo, dont on va vous parler là tout à l'heure, en plus de la formation et de la sensibilisation, comme on le fait assez largement auprès de publics différents. Donc on a affiché normalement notre PowerPoint. Je pense que c'est OK pour tout le monde, sinon vous nous faites signe. OK. Ok, c'est parfait. Euh, Avant de commencer à te présenter un peu nos unités, il fallait qu'on place un peu dans le contexte. Pascal en a déjà parlé, mais on voulait en rajouter un peu aussi. C'est que on sait que en psychiatrie, les aidants, ils ont un rôle essentiel hein, dans le rétablissement des proches, dans leur accompagnement, et que contrairement à nous, professionnels de santé, ces limites, elles sont pas vraiment définies. Et ça, je rebondis un peu sur ce que Marie-Neige disait, c'est que ça peut mener un peu à l'épuisement. Alors c'est des missions qui sont extrêmement variées, hein, qui vont du dossier de curatelle à de l'accompagnement un peu partout. Et ça, on sait que ça a un poids particulier sur les familles. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fardeau des aidants. Alors, dans la littérature, c'est noté comme tel. Et on sait qu'il y a un impact fort sur le physique et le psychique, en tout cas, que ça fait des dépressions. Les gens sont épuisés de cet accompagnement-là. Et je n'invente rien, hein, ce sont les chiffres de l'UNAFAM, que quasiment il y a un aidant sur deux présente voilà, une symptomatologie dépressive préoccupante. Et face à ce constat, il fallait qu'il y ait des recommandations et il fallait qu'il y ait des choses qui soient mises en place sur notre territoire et puis surtout à l'international. Donc on s'intéresse aux aidants parce qu'ils représentent une population qui est vulnérable elle-même aux troubles psychiques. Sur ce constat-là, sont nées des recommandations de prise en charge des aidants. Donc tout comme il existe des recommandations de prise en charge des usagers, il existe du coup des lignes spécifiques de bonnes pratiques pour les aidants. Donc on a là sous les yeux, vous avez la ligne qui correspond à la bonne pratique développée dans les recommandations néo-zélandaises de 2016, qui est classée avec un haut niveau de preuve, c'est-à-dire qui a fait ses preuves en faveur d'un rétablissement, et donc qui mentionne qu'un aidant doit avoir une prise en charge précoce et systématique. Donc on entend par ces mots-clés la précocité donc le plus tôt possible, ce par quoi on entend aussi avant peut-être même un diagnostic établi pour l'usager, et systématique, donc tous les aidants devraient pouvoir en bénéficier. Et puis en 2018, quelques années après, on a un rapport qui est paru pour le coup, le territoire français, qui mentionne aussi les familles
et qui mentionne une recommandation de bonne pratique plutôt dans l'idée d'un parcours, c'est-à-dire il y avait déjà l'idée de précocité et de systématisation, mais il y avait cette notion d'ajouter un parcours d'aide aux aidants qui soit disponible bah voilà, à tous et le plus tôt possible. Donc cette notion de parcours, de précocité et de systématisation, c'est ce qui va nous aider, c'est ce qui nous a aidé en fait au CLAP à Lyon dans notre service, on va le voir, à proposer, à réfléchir à des programmes qui répondent à ces recommandations. Donc on parle là de prise en charge de l'ordre de la psychoéducation, donc on va vous en donner une définition parce que c'est un concept qui est bien documenté en tout cas aujourd'hui. Donc la psychoéducation, c'est une intervention qui est didactique et thérapeutique qui va viser à informer. Alors là, au sens large, c'est pas que pour les aidants, hein, bien sûr, ça va être de la psychoéducation aussi à destination des usagers qui fait ses preuves dans leur établissement. Et l'idée, c'est de promouvoir des stratégies, des capacités pour faire face en donnant deux types de savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. En tout cas, on parle de connaissances et de compétences ont une transmission de savoir et une transmission d'outils. Donc ça a été repris aussi par la HAS qui mentionne d'autres mots-clés comme étant l'auto-soin, c'est-à-dire la capacité pour un aidant ou pour un usager de trouver en lui-même des stratégies pour s'autogérer bah, parce qu'il a appris de ses troubles et qu'il a appris à faire face. Donc ça se transpose véritablement à l'aide aux aidants. C'est cette psychoéducation qui se doit d'être donc précoce et systématique donc pour tous. Bénédicte l'a déjà dit, mais voilà, on peut toucher divers champ dans la psychoéducation. Peut-être qu'on la connaissait un peu plus sous le terme d'ETP, sur le diabète, sur l'insuffisance cardiaque, par exemple. Peut-être que ça parle plus un peu aux gens, mais là, dans notre domaine-là, on vient toucher ce qui est la connaissance du trouble, la gestion de la crise, les traitements, mieux gérer le quotidien. Enfin, voilà, on peut toucher vraiment plein de sphères de l'accompagnement. Et on sait que la psychoéducation, pour le coup familial, elle a vraiment un double bénéfice. Euh, D'abord pour ceux qui y participent eux-mêmes, les aidants eux-mêmes, parce qu'on sait que ça réduit la symptomatologie dépressive, ça réduit le fardeau un peu ressenti, et on améliore un peu le fonctionnement familial. Et ce qui est plus intéressant, c'est que par écoulement, par cascade, sans vraiment qu'il y ait des actions particulières, on sait que ça améliore l'état même de l'usager, celui qui est concerné, par une amélioration de l'observance thérapeutique. On sait que ça réduit aussi le nombre de rechutes, le nombre de réhospitalisations. Et c'est vraiment notre unité, elle se base là-dessus. On propose des programmes de psychoéducation à destination des familles, à destination des aidants. Euh, et c'est pour ça que ça s'appelle le CLAP, hein, il n'y a pas de surprise. C'est le Centre lyonnais des aidants en psychiatrie et c'est là où sont nés alors deux programmes particuliers qu'on va vous présenter. Donc on est une unité qui est affiliée au Pôle Est, hein, et notre médecin, peut-être que vous connaissez déjà, c'est le docteur Romain Ray, qui participe pas mal aussi à divers visios et qui présente régulièrement nos programmes aussi. Et donc au CLAP, on propose un parcours qui se compose de plusieurs étapes qu'on imagine être des étapes d'abord initiales et des étapes d'approfondissement. Donc dans ce parcours, on propose 5 programmes, 3 étant des programmes très initiaux, qu'on imagine des programmes socles qui qui délivrent des connaissances et des compétences très initiales dont tout le monde devrait pouvoir bénéficier. Parmi eux, donc Bref, Léo et Peps Aidant, ce sont 3 programmes qui ont été créés chez nous et que l'on diffuse assez largement. Bref étant celui que l'on diffuse le plus, on en parle juste après. C'est le seul programme parmi notre offre qui est unifamilial, c'est-à-dire qu'il n'est pas un groupe d'aidants, mais un accueil d'une famille à la fois, donc, et qui se fait en individuel. Donc on va le détailler juste après. Léo étant un petit peu ce qu'on imagine être la suite. On va le détailler aussi, donc je ne prends pas plus de temps là. PEPS Aidant, c'est un programme qui, si ça vous intéresse, on pourra en reparler, mais c'est vraiment très local. C'est un programme pour les aidants dont le proche est suivi par les équipes d'intervention précoce pour la psychose de notre hôpital. Donc ça a été une demande de l'hôpital pour l'hôpital, on va dire, bien qu'il gagne à être diffusé aussi dans des projets de recherche notamment.
Et donc, 2 programmes d'approfondissement qu'on peut imaginer être une suite aussi, bien que les aidants peuvent le faire dans n'importe quel ordre, mais qui sont des réseaux qui existent déjà sur le plan national, Pro-Famille et Connexion familiale, et qui sont 2 programmes plus longs aussi en termes d'engagement, et qui sont diagnostics spécifiques. Pro-Famille étant un programme d'aide aux aidants pour les aidants dont le proche a une schizophrénie, et Connexion familiale dans le cadre du trouble borderline. Et c'est des séances, faire des sessions qui durent sur une année, à peu près 6 mois, sur un engagement à peu près d'une fois par semaine, plus parfois des séances de révision ou voilà. Donc c'est un engagement plus long, d'approfondissement et peut-être pas tous les aidants y auront recours. On peut imaginer qu'en tout cas les compétences et les connaissances socles passent d'abord par Bref et Léo. Voilà, c'est l'image un peu du parcours que l'on propose au CLAP. Donc on va vous détailler ces 2 programmes-là, c'est ce pourquoi vous nous aviez invités. Euh, Du coup, historiquement, avant que Bref commence, le postulat, c'était qu'il y avait des programmes qui sont très bons, hein, mais qui étaient longs et qui forcément ne permettaient pas d'individualiser l'accueil des personnes et ne permettaient pas non plus de proposer un accueil précoce et systématique. Et donc, le point de départ de Bref, c'est un peu ces 3 objectifs-là, hein, c'est de pouvoir l'individualiser, que tout le monde puisse y accéder. Et surtout, il y a une réelle méconnaissance du réseau d'aide chez les aidants, que ce soit les associations de famille et toutes les autres choses qui peuvent être proposées. Et bref, il se situe là, hein, c'est évaluation et connexion, c'est pour pouvoir montrer aussi, aiguiller les personnes sur tout ce qui existe après, pour pouvoir construire un peu un parcours dédié. Donc, bref, il se veut très simple. C'est un programme qui est de 3 séances d'1 heure, où on reçoit une seule famille. Donc, Bénédicte l'a bien dit, hein, c'est un programme unifamilial. On reçoit une personne à 4, mais en tout cas, ils sont tous concernés par le même proche. Et ils sont reçus par, alors, soit 2 soignants, 2 professionnels de santé, mais Marie-Neige l'a bien dit, il y a des adaptations de Bref, et notamment troubles du spectre de l'autisme et troubles du neurodéveloppement. Il y a aussi la possibilité que ce soit un père aidant familial qui anime les 3 séances. Euh, donc, il y a 2 professionnels qui animent ces 3 séances, ce sont toujours les mêmes, et on- notre objectif, il est séparé un peu durant ces 3 séances. La première séance, c'est l'occasion pour ces personnes qui parfois ont attendu longtemps avant de rencontrer des soignants seuls, sans le proche aussi, de pouvoir expliquer un peu la situation, faire le récit de l'histoire un peu de vie. On sait qu'en moyenne, il y a environ 7 ans qui s'écoulent avant l'accès à la psychoéducation, entre le début des troubles et l'accès à une première forme de psychoéducation. Et donc parfois, il y a 7 ans d'histoire de vie à raconter à des professionnels de santé, et on est là pour écouter ça. Et finalement, ce qui nous permet à la fin de cette séance, c'est de voir quelles sont les questions, quelles sont les zones d'ombre que les personnes aimeraient qu'on éclaire, qu'on puisse apporter de l'information sur le trouble, sur le suivi, sur comment fonctionnent les hôpitaux psychiatriques en France. On sait que c'est assez nébuleux, même déjà pour nous professionnels de santé. Donc on est là pour apporter cette information. Et ça se passe en séance numéro 2 qui est dit focus patient, focus usager. C'est là où on répond aux questions sur la situation en elle-même du proche. Et il y a une suite logique, hein, parce qu'on sait que, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a un poids particulier, il y a des risques particuliers, il y a un soutien aussi à apporter. La séance 3, elle est vraiment centrée sur les personnes qu'on a en face de nous, sur les familles, sur ces accompagnants, sur ces aidants. Et on est là aussi pour bah, amorcer quelque chose sur peut-être les dispositifs de soutien, de pointer un peu quels seraient leurs besoins et essayer de les aiguiller au mieux sur les dispositifs qui existent, que ce soit les associations familiales, que ce soit la pérédance familiale si elle est disponible aussi sur les structures, et que ce soit sur les autres programmes de psychoéducation qui sont parfois déjà intermédiaires, on en reviendra avec Léo, mais aussi expertos, comme Profamille, Connexion familiale. Et bref, c'est vraiment cette vocation-là, c'est de pouvoir rendre au moins cet accès à l'information acceptable et je dirais, on peut le rentrer dans un planning. Donc ça, c'est beaucoup plus simple pour les personnes. On améliore cet accès aux soins. Ça, c'était juste une diapo pour vous dire qu'on a même, sur un programme de 3 séances d'1 heure, on a quand même une efficacité. Donc, on fait de la recherche, hein, bien sûr, et on tend à prouver que le programme Bref permet quand même de diminuer
le sentiment de fardeau et il permet aussi de diminuer le sentiment dépressif après ces séances. Donc on voit qu'on arrive même avec un petit parcours, une amorce de parcours, à déjà alléger les personnes et tout en gardant qu'il faut que ce bénéfice il soit durable. Donc ça nous permet de les intégrer sur un parcours particulier. Il y avait... Non, c'était celle-là. Oui, je l'ai déplacée, excusez-moi. Ça, c'était juste pour vous dire que, on l'a dit au tout début, on a des missions de formation avec Bénédicte, mais avec toute l'équipe du CLAP. Et notre objectif, c'est de répandre le programme Bref un peu partout en France. Et ça, c'est un objectif qui avance petit à petit. Là, c'est la dernière mise à jour des centres qui proposent le programme Bref en France. Et à ce jour, il y en a 157, certainement de plus. J'ai guetté le site internet, je devrais en rajouter bientôt. Mais ça montre qu'il y a une réelle envie des hôpitaux de mettre en place ce programme, de pouvoir le proposer aux familles sur les régions. Et on sait que ça améliore la prise en charge et ça permet aussi aux personnes qui habitent de n'importe où, d'avoir potentiellement un programme bref, une structure qui propose le programme bref près de chez eux. Donc ça, c'est un modèle qui tend à se développer et qui arrive de plus en plus. Alors, je voulais juste faire un petit plaisir et faire une mise en abîme de la présentation d'aujourd'hui. Ça, c'était juste voilà, une petite représentation. Alors, il y en a certainement plus, mais c'était juste pour vous montrer que sur votre région, vous avez des programmes brefs, au moins dans chaque département, avec des structures qui sont certainement plus il y en a peut-être plus. C'est un appel aux soignants qui sont dans cette visio. Si vous voyez que votre centre n'est pas référencé, dites-le nous. On Eh va vous... ben, Voilà, c'est important. sachant que la formation des professionnels est toujours disponible, elle est disponible mensuellement sur le site du Vinatier, puisqu'on propose une fois par mois la formation d'un jour gratuitement. Et puis, notre équipe se déplace en région avec des conditions un peu particulières. Pour le coup, on vous invite à contacter le CLAP pour avoir l'information concernant ces formations-là. Après, sur le plan du réseau, vous pouvez surtout télécharger l'application eBref. Oui, Il y a ta slide quand même. oui. Voilà, parfait. Parce que cette information, quel centre est disponible près de chez vous, ça vous l'avez. En fait, il y a une application qu'on a développée qui existe et qui recense finalement les centres qui proposent le programme Bref en fonction des départements et des régions. Et je voyais qu'il y avait des questions, par exemple, sur le programme Pro-Famille. Les programmes Pro-Famille sont aussi référencés sur l'application eBref. Et au futur, on référencera aussi les programmes Léo. Et bien sûr, il y a les délégations UNAFAM qui sont référencées sur l'application. Donc, elle est gratuite, vous pouvez la télécharger en scannant le QR code et puis vous aurez le PowerPoint à la suite de cette présentation. Donc, vous aurez à loisir de la télécharger plus tard. Alors, il y a un autre programme dont on souhaite vous parler, c'est le programme Léo. Et ça, je vais laisser Bénédicte en parler. Donc Léo, finalement, c'est un peu le dernier né du CLAP en 2020. On a pensé ce programme comme étant une étape, euh, on va dire, qui pourrait être la suite de Bref, où on connecterait des aidants à un groupe qui délivrerait des connaissances et des compétences qu'on imagine assez universelles pour s'équiper et être un meilleur aidant. C'est un programme qui est issu de la recherche participative qui a impliqué donc, notre équipe, mais aussi des collectifs associatifs, et notamment collectif schizophrénie et l'UNAFAM. Et c'est un programme qui va se baser sur deux approches qui se veulent assez innovantes, on va dire, dans le paysage de l'offre de psychoéducative pour les aidants. Une approche qui se veut déjà transdiagnostique, donc on accueille tous les aidants, peu importe le diagnostic du proche. Alors, on est dans le cadre de la psychiatrie, mais ça veut dire que nous ne nous arrêtons pas à un diagnostic spécifique, ni même à la pose d'un diagnostic en tant que tel. Il peut y avoir un suivi sans diagnostic encore établi ou sans que l'aidant en ait connaissance. Et pour autant, l'accès à Léo est possible. Et une approche motivationnelle, donc ça, c'est plutôt l'approche des concepts, c'est-à-dire qu'on va travailler des exercices et développer des compétences pour initier ou engager son proche vers le changement sur donc une approche motivationnelle. C'est des outils soignants à la base, hein, mais du coup que l'on transpose pour qu'ils soient accessibles pour les aidants. Et donc, c'est un parcours en 8 séances de 3 heures, donc qui demande un certain engagement, et à la fois qu'on arrive à faire sur 2 mois et demi, 3 mois, et du coup qu'on arrive à faire plusieurs fois pendant l'année, 4 à 6 sessions par an,
sur l'équipe du CLAP, pour vous donner un exemple. Et donc 8 séances qui se découpent par module. La première séance est une séance médicale qui est animée par un médecin et qui se veut un peu proposer une base théorique sur les troubles, sur la prise en charge, les traitements, et qui va balayer un peu tous les diagnostics puisqu'on accueille tout type d'aidants. Et pour cela, on utilise une approche qui ne se veut pas catégorielle, c'est-à-dire qu'on on fonctionnera pas par l'explication des pathologies comme dans le DSM-5 par exemple, mais plutôt une approche dimensionnelle pour parler plutôt de l'expression des symptômes et comment on peut expliquer divers tableaux cliniques et du coup convenir à tout le public que nous accueillons. J'ai oublié de dire que c'était des groupes de 8 personnes. Donc c'est le premier module, c'est la seule séance qui est vraiment théorique et qui se fait un peu en classe, en version classe. Sinon, après, on est sur du format plutôt participatif et exercice avec un deuxième module autour de la communication. On va guider les participants à acquérir des nouvelles techniques de communication pour mieux gérer les crises, pour mieux appréhender euh, la communication, éviter les ruptures de communication. Donc on apprend à la fois des outils de l'entretien motivationnel, à la fois des outils pour optimiser son message. Donc faire une demande à son proche, faire une demande à l'équipe soignante aussi. On apprend des techniques assez scolaires, mais pour aussi s'équiper et être moins anxieux à l'idée de rentrer en communication avec soit son proche, soit l'équipe soignante. C'est les deux grands messages que l'on peut donner sur ces 4 séances qui suivent celles dédiées aux connaissances médicales. Et à la fin de Léo, on a 3 séances, c'est le dernier point sur la flèche, là, le parcours que vous voyez, qui concerne une méthode d'autogestion qui s'appelle le modèle de ressources zurichois, qui est une méthode que nous n'avons pas inventée, mais que nous avons importée de Suisse allemande et que nous avons traduit. C'est une méthode qui se veut déjà, qui est prometteuse et qui a déjà fait ses preuves dans d'autres pays germanophones pour la prévention des burn-out et de l'épuisement. Et du coup, nous avons utilisé cette méthode pour le bien-être des aidants et pour qu'ils puissent avoir des compétences aussi pour s'autogérer et pour travailler en fonction de leurs valeurs et puis travailler en fonction de leurs ressentis et qu'ils ne s'oublient pas dans l'équation. Donc, c'est 3 séances qui sont bien dédiées à eux, qui sont guidées par les animateurs pour aussi parfaire un peu ce parcours. À cela s'ajoute à droite, vous avez un petit encart réduction du stress parce qu'au décours de tous les hauts, on propose des techniques de réduction du stress qui vont de la respiration à la pleine conscience, à nouveau guidées par les animateurs. Il y a beaucoup de travail en sous-groupe, c'est assez ludique comme approche. Et les objectifs, on va dire, j'ai déjà dit, hein, mais ça va être donc mieux communiquer, avoir des connaissances médicales, des compétences d'auto-soin et des techniques de réduction du stress. Et bien évidemment, l'effet groupe fait qu'on crée un réseau de soutien entre pairs. Et ce réseau, il est très... Enfin, Léo porte bien ça en son sein. C'est vraiment l'idée de favoriser une cohésion de groupe qui se veut très conviviale. On n'est pas sur du format groupe de parole, on est vraiment dans la psychoéducation, donc acquérir des outils sur quelque chose de très dynamique. Et donc la communauté se crée bien en général, même sur un format qui est assez court finalement, quelques semaines. Pour vous donner une idée de ce qu'on y fait, connaissances médicales, donc on utilise toujours des bases imagées il y a une unité graphique autour de Léo, puisqu'on a été aidé grâce à des financements par appel à projet, donc on a pu faire appel à des dessinatrices et des graphistes. Et donc on a créé des petits livrets, donc vous en avez une petite un aperçu là, livret bleu pour le livret des connaissances médicales et puis par couleur pour les modules, livret communication avec, là vous avez un exemple parmi tous les outils de communication que l'on propose, c'est le carré. Euh, et puis des exemples assez concrets puisqu'on travaille sur les situations amenées par les aidants que l'on adapte au fur et à mesure dans les hauts. Donc on travaille aussi sur des choses qui leur sont vraiment très concrètes de leur quotidien, ce qui est quand même une plus-value dans ce groupe. Le modèle de ZRM dont je vous parlais, c'est vraiment, on sait qu'il y a des preuves dessus sur la réduction du stress, compétences de régulation émotionnelle. Donc, on sait que c'est des choses qui peuvent notamment prévenir des burn-out. Ça, c'est des données qu'on peut avoir dans la littérature allemande. Et voilà, nous, on espère pouvoir en donner aussi sur les hauts prochainement, puisqu'on participe aussi au recueil des données pré- et post-programme.
Pour vous donner une idée du modèle ZRM, parce que c'est plus parlant quand on a un exemple, c'est donc un parcours aussi qui se fait sur 3 séances, qui part de quelque chose de très ludique et imagé. C'est une image que les aidants choisissent parmi un lot d'images. À celle-ci s'ajoute un souhait, puis se transformera en devise pour pouvoir agir. Donc, je vous en lis voilà, juste un exemple. Le souhait, j'ai besoin de légèreté dans ma vie, de me sentir moins coupable, de me sentir plus libre dans mes mouvements. C'est issu d'une ancienne session de Léo. Ça a donné une devise, hein, tout ça c'est guidé par les exercices de la méthode, hein. Comme un dauphin sortant hors de l'eau, je m'autorise à savourer ma vie avec douceur et légèreté. Et l'exemple même de l'action, passage à l'action vis-à-vis de cette connexion à ses valeurs, ça va être un plan d'action. Alors typiquement, c'est ce qu'on fait dans la séance 8 de Léo. Lorsque mon proche est stressé et que je ne réponds pas immédiatement à ses SMS, il me bombarde de SMS. Qu'est-ce que je peux faire du coup pour que je puisse avoir une capacité d'agir? Je m'autorise à lui écrire. Je ne suis pas disponible pour le moment et je coupe mon téléphone. Donc ça, c'est un exemple, hein. Il pourrait y en avoir des dizaines comme ça que l'on traite dans Léo. Et ça vient directement de l'expérience elle-même, enfin, vécue par les aidants. Et ça chemine comme ça au fur et à mesure des séances de Léo pour qu'ils gagnent en aisance d'action dans leur quotidien. Donc ça, c'est un exemple qui va avec le modèle ZRM. Et puis, on vous disait, il y avait aussi des exercices de réduction du stress. Donc, un autre livret est dédié à ça. C'est des livrets qu'ils peuvent emporter avec eux, hein. Donc, chaque personne qui participe à Léo part avec 4 livrets et des petites fiches. Enfin, voilà, c'est bien guidé là-dessus. Pour l'instant, on a une mesure un peu de l'impact de ce programme, puisque nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir si les aidants gagnent en compétences. Puisque finalement, est-ce qu'en 8 séances de 3 heures, on arrive à acquérir des compétences et c'est ce qui se vérifie sur les premières études pilotes qu'on a menées, hein, sur à peu près 70 aidants. Donc, c'est des blocs de compétences. On les a différenciés pour avoir des compétences dédiées aux proches et des compétences dédiées à soi-même. Et donc, les deux blocs montrent une évolution favorable et significative sur le plan statistique. Donc, a priori, après Léo, les aidants qui y participent gagnent en compétences. Donc, c'est auto-évalué. Donc, ils se sentent plus compétents dans les deux domaines. Donc ça, c'est les premières données issues d'une première publication. Donc, on pourrait vous donner aussi les références. Pour vous introduire la fin de notre présentation, c'est qu'aujourd'hui, Léo se diffuse puisqu'on forme aussi des équipes à ce programme sur une formation qui dure plus longtemps que celle que pour Bref, évidemment aussi, hein, et la diffusion est plus récente. Donc, on imagine avoir des petits Léo qui voient le jour. Ça commence, hein, cette année. Il y a quelques équipes en France qui commencent de proposer ces sessions-là. Néanmoins, on imagine que ça ne serait pas accessible de partout. On a beaucoup parlé de l'accessibilité depuis tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on a imaginé un outil qui va voir le jour prochainement, je dirais au printemps, si on devait pas trop se mouiller sur la date de début, mais ce serait la version digitale du programme Léo. Et donc, Maxime va nous en parler. Oui, c'est un grand projet. Justement pour rendre plus accessible à tous. On a eu envie de créer un e-learning de Léo et ça, avec le soutien de la Fondation Fondamentale et Ecclesia, hein, qui nous a aidés dans la création de ce contenu. C'est plus d'1 an, hein, de développement euh, pour cet outil. Et à l'heure actuelle, nous avons terminé le module communication et relaxation et il sera disponible effectivement prochainement. Donc on vous en donne un petit peu les prémices et quelques petites images de l'e-learning sur comment il va se représenter. En fait, on a essayé de garder l'état d'esprit du Léo présentiel tout en le laissant accessible 24 heures sur 24, de pouvoir le suivre à son rythme, comme on veut, comme on le souhaite, sur ordinateur. Et ce sera tout le long des processus guidés avec, pour la relaxation, un système de pop-up et des audios pour pouvoir participer aux exercices de relaxation. Toujours du contenu théorique quand même en partie, avec cette notion de je présente un concept,
avec une mise en application. Donc, il y aura voilà, sous des formes de vidéos, des textes ou des images. Et à chaque fois qu'on aura présenté un contexte, un concept de communication, il y aura des sortes de mise en situation. Alors, pas des jeux de rôle comme on a coutume de faire dans le programme Léo, mais quelque chose avec des feedbacks personnalisés, en tout cas des retours un peu automatique pour les personnes, pour les aider un petit peu à suivre. Et ça, ça a été un grand travail. On est content de pouvoir le terminer. Et les prochains modules, donc séance médicale viendra après et ZRM aussi. Euh, Tout ça, c'est bientôt fini. Pour vous dire que ça sort normalement au printemps 2025. Il y a une phase de test qui va être mise en route et vous retrouverez un encart sur le site de la Fondation fondamentale pour pouvoir accéder à cet e-learning. Donc, restez aux aguets de cette communication-là. En tout cas, nous, on communiquera dessus, vous inquiétez pas. Voilà, merci de nous avoir écoutés. On reste disponible et puis on est là pour répondre à vos questions. Une adresse mail unique, hein, c'est celle du CLAP Oui. pour toute question auprès de notre équipe, formation et pour les aidants que vous pourriez orienter vers nous, c'est aussi cette adresse-là. Donc voilà, on vous propose de la noter et puis effectivement on est disponible pour les questions. Je vais peut-être juste arrêter le partage. Attends. Hop, voilà. Parmi les questions, l'une des premières questions, est-ce que le programme Léo en ligne sera accessible gratuitement? Oui, Oui, oui. entièrement gratuit, oui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, ce serait encore réduire l'accessibilité de le rendre payant. Donc l'idée, c'est que ce soit gratuit et accessible de partout. Est-ce qu'il est accessible pour les personnes, pour les proches de personnes qui ont des troubles de neurodéveloppementaux? Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. Pour l'instant, Léo, il a été pensé pour les troubles psychiques sévères de l'adulte, on va dire, donc troubles de l'humeur, troubles du spectre de la schizophrénie, troubles de la personnalité. Néanmoins, il y a des concepts qui, évidemment, sont intéressants, peu importe le trouble, finalement. Ce qui gagnerait à être adapté, c'est évidemment les connaissances médicales délivrées dans la première séance, qui, pour l'instant, sont peu axé sur les aspects neurodéveloppementaux. Un petit peu, on en parle, hein, mais c'est vrai que c'est pas l'objet vraiment de la séance. Mais on est, en fait, surtout, on est attentif à toutes vos demandes et à l'écoute et on peut travailler des adaptations. Par contre, le seul, on va dire, bémol, c'est que les outils de communication que l'on propose dans Léo, ils sont quand même pensés pour interagir avec des proches qui ont accès à une communication possible, on va dire. Donc, quand je pense au type d'autisme avec des déficiences intellectuelles sévères ou l'accès au non-verbal qui est difficile, au verbal qui est difficile, ça ne sera pas forcément adapté. Sachant que c'est des choses qui sont travaillées au Vinatier par des collègues infirmiers en pratique avancée qui ont ça en tête pour adapter un peu un programme similaire, mais qui soit vraiment adapté à cette population-là. Donc pour l'instant, ça, nous, on va dire qu'on ne le traite pas, mais par ailleurs, on accueille quand même à large échelle, hein. Franchement, on a quand même déjà eu pas mal d'aidants dont le proche avait des troubles du neurodéveloppement comorbides à des troubles psychiatriques de l'adulte, finalement. Autre question par rapport à Léo, c'est le créneau horaire, c'est-à-dire que c'est une séance, si j'ai bien compris, une séance dure 3 heures. Et à quel moment de la journée vous le proposez aux aidants, aux proches? Alors Léo, on le propose tout comme bref sur des temps de semaine entre 9h et 17h, du lundi au vendredi. Donc c'est sûr que ça nécessite d'avoir des demi-journées de libre, puisque 3 heures, grosso modo, si c'est les après-midi, on fait 13h30, 16h30 ou 14h, 17h. Parfois en matinée aussi. On teste un peu toutes les configurations, mais toujours dans ces créneaux-là, on va dire. On ne fait pas de soirée, mais bien évidemment qu'il y aurait de la demande, hein, mais c'est pas notre modèle, on va dire ici. Justement, c'est pas un frein, parce que je vois nous sur notre territoire, je pense par exemple au programme Brofamille, où en Hmm. fait des propositions plutôt le soir 18-22 ou le samedi matin. Oui, alors on imagine que c'est un frein pour une certaine frange de la population des dents, évidemment, on ne se met pas d'œillères. Malgré tout, on remplit nos sessions, je pense, en 10 minutes, hein. Il suffit d'envoyer un mail et 1 heure après,
On a les participants, voilà. Alors, on a une liste d'attente aussi. C'est parce que le CLAP, il a été un petit peu, enfin, les gens sont familiers avec l'offre qu'on propose et du coup, bah, il est reconnu comme étant l'endroit où on peut aller pour se faire aider. Donc, ça participe à notre facilité de remplir les groupes. Après, il y a plein de façons de faire et on a déjà formé des équipes qui vont le faire en soirée aussi. Et c'est très bien. Je pense qu'il faut s'adapter à votre population locale, à votre fonctionnement aussi. Voilà. Après, il faut savoir que c'est possible, hein. Nous, on fait comme ça depuis sa création et tous nos groupes sont pleins. Voilà. Donc, c'est possible, on va dire. Il y a une question concernant le financement. Je pense que c'est plus lié au fait que ce soit un programme de psychoéducation et que les programmes de psychoéducation dans notre région sont financés uniquement pour les programmes pour les usagers et pas pour les aidants. Oui. Donc, est-ce Ouais, et puis que- peut-être aussi la question qui est est-ce que les personnes, les participants, les aidants, font une admission au bureau des admissions comme un programme, comme si pour des patients, enfin voilà, comment sont considérés, comment c'est Oui. coté en fait la Oui. valorisation de l'activité? Nous, c'est notre fonctionnement au sein de l'hôpital du Vinatier, hein. C'est fait en concertation avec les différentes équipes. Il y a effectivement la création d'un dossier médical, hein, où il n'y a rien dedans, hein, qui nous permet de coter nos actes. Et nous, finalement, les financements, c'est qu'on est une unité de l'hôpital du Vinatier comme Hmm. une autre. Et nos salaires sont versés par, par lui-même. Donc, c'est vraiment une vocation de nous, notre structure, d'avoir créé finalement une des unités d'aide aux aidants, où les soignants qui sont dedans font que ça. Oui, donc on considère les programmes comme des soins. Ouais. Et à ce titre, on leur ouvre un dossier médical s'ils sont consentants, évidemment, hein, mais c'est comme ça que est référencée notre activité et que l'on peut bah, la proposer sur les horaires d'un service habituel, finalement. J'ai juste une question complémentaire. Vous n'avez pas connaissance de programmes d'aide aux aidants, de psychoéducation des aidants, qui ont été reconnus par une ARS ou une autre quelque part sur le territoire comme étant un programme d'éducation thérapeutique, en tout cas enfin, validé par une ARS ou une autre quelque part? Alors, le programme Bref est en phase d'être reconnu par les ARS. C'est déjà le cas dans certaines régions. Nous, à Lyon, on a déposé un dossier que cette année parce qu'il y a eu un changement de politique locale au sein de l'ARS de la région, ce qui a favorisé le passage. Mais sinon, c'est pas de partout le cas, hein. On sait bien qu'il y a des ARS qui freinent parce qu'ils ne considèrent pas les aidants comme des patients. Enfin, c'est là où ça bloque souvent, hein. Mais sinon, les programmes comme on les propose au CLAP sont pensés comme étant des ETP. Donc c'est vrai qu'il pourrait être, si l'ARS le valide, validé comme ETP. Et donc c'est possible en tant que tel. Après, ça dépend localement de vos ARS et de vos politiques de santé locale, en fait, finalement. Mm. Éducation ETP, thérapeutique du Édu- patient. oui. tout à fait. Voilà. Éducation thérapeutique, et en fait, il y a des validations des programmes, quand on fait un programme d'éducation thérapeutique trop bipolaire, les ARS financent un peu les programmes, c'est-à-dire il y a par personne, par patient qui intègre le programme, on a un peu de sous. Enfin, les établissements ont un peu de sous. Voilà. C'est pour ça que ça a un intérêt stratégique aussi. J'ai notion pour le programme Bref que les animateurs ne doivent pas être impliqués dans la prise en soin de la personne concernée. Et Et oui. Euh, Ça, c'est notre modèle à nous. On a une ouais. unité un peu intersectorielle, donc vraiment, on a un peu de lien avec les usagers, un peu connaissance de ces dossiers-là. En fait, il y a plusieurs configurations qui sont possibles où on va de personnes qui sont, nous, on est naïfs finalement de la situation, à des unités où les personnes qui prennent le proche en soin sont amenées à recevoir en bref la famille. Et il n'y a pas réellement d'objection à ça. Juste qu'on reviendra un peu à cette question du secret médical, où il y a peut-être des questionnements et des alertes un peu particulières pour voilà, respecter ce secret-là. Mais en soi, euh, il y a pas de limitation de ce côté-là. Ça, c'est, euh, je dirais, un objectif d'équipe à ceux qui s'en sentent aussi à l'aise de pouvoir le faire. En tout cas, on a vu dans tous les centres, bref, qui existent, toutes les dispositions sont possibles et toutes les dispositions se font. Donc, c'est pas réellement un frein dessus. Ouais, mais ce que je trouve intéressant aussi dans le programme Bref, comme tu as pu le signifier, Maxime, c'est d'aller se questionner sur le réseau Mm. de soutien et du coup d'aller faire des recherches et de pouvoir
explorer les différents soutiens qui existent sur le territoire pour les aidants. Et je trouve que c'est un gros point positif de ce programme, de pouvoir donner l'accessibilité du soutien aux aidants. Oui, oui, en arrivant à Bref, pour les données qu'on a chez nous, il y a à peu près un aidant sur deux qui ne connaît pas l'UNAFAM. Alors que c'est une association qui est pour le coup dédiée à l'aide aux aidants en psychiatrie. Et du coup, nous, au moins, on pourrait se dire que, enfin, à 100%, ils connaissent l'UNAFAM en sortant de Bref, puisqu'on en parle systématiquement. Ça va être nos partenaires hein, dans ce programme-là. Parfois, il y a même un bénévole qui vient co-animer une séance avec nous selon les possibles. Mais du coup, c'est vrai que enfin, le tremplin vers le réseau d'aide, il est hyper pertinent dans ce programme-là et c'est un gros travail que l'on a à faire, je pense, chacun dans nos localités finalement, parce qu'il n'y a pas que l'UNAFAM, il y a plein d'associations et de structures médico-sociales qui proposent plein de choses, mais qu'en fait, on ne connaît pas. Mais nous-mêmes soignants, hein. Donc, il y a un travail un peu quand même de cartographie que l'on propose dans la formation Bref, mais évidemment, qu'on peut imaginer continuer à faire sans cesse, quoi. Il y a une question sur comment vous faites pour faire connaître vos programmes? Quelle communication faites-vous? Euh, alors, il y a plusieurs médias. Il va y avoir les associations de famille qui sont quand même nos porte-parole. Évidemment, les délégations UNAFAM jouent un rôle essentiel dans la connaissance de nos programmes, comme ils ont été dans la co-création de Bref et de Léo. Quand même, ils sont favorables pour en parler. Et eux-mêmes ont suivi les programmes pour eux, souvent, les bénévoles eux-mêmes. Donc, ils arrivent à en parler même avec leur propre vécu. Ça joue beaucoup. Après, les unités qui pourraient se créer d'aide aux aidants, ils vont devoir passer par une phase de communication inévitable qui va être de sensibiliser le plus grand nombre. Donc déjà, je pense que c'est le premier pas, sensibiliser par les soignants eux-mêmes, hein. Donc par des passages dans les unités, par les cadres de santé, par de l'affichage. On a beaucoup, nous, on passe des affichages qui sont assez uniforme hein, partout pour qu'ils puissent parler au plus grand nombre, que ce soit pareil, bref, à Paris, à Nantes ou à Lyon. Et nous, on est encore à même, enfin, on va encore dans les unités alors qu'on est une unité qui est assez reconnue, mais pour le coup, on continue de communiquer dessus, on va aux urgences régulièrement, on placarde les affiches, on met des flyers partout, et puis sensibiliser, c'est aussi ce qu'on fait là, c'est aussi ce qu'on fait dans les formations, on est présent aussi dans les IFSI, dans certains DU, dans la formation des médecins, pour aussi au moins qu'ils aient connaissance, ces publics-là, que l'aide aux aidants existe et qu'on peut avoir des unités qui se créent et qui proposent des parcours dédiés. Donc ça sera sans cesse, hein, tant que l'aide aux aidants ne sera pas complètement uniforme sur le territoire. Après, on est quand même bien aidé par les collectifs aussi au sein des hôpitaux, dans les CME, tout ça. Oui, les commissions. Les commissions, voilà, les commissions d'établissement et puis les portées par les PTSM aussi. Donc, il y a quand même des fiches actions qui voient le jour de plus en plus, hein. Donc, ça viendra, cette uniformisation, mais c'est vrai que la communication, elle reste au cœur de nos pratiques, hein, encore chez nous aussi. Ouais, je trouve que ce terme de communication, c'était comme à travers vos présentations de programme et puis à travers ce qu'ont pu dire Marie-Neige et Pascal, l'importance de la communication entre l'aidant et le proche. Et ouais, je me dis que c'est vraiment l'axe, hein, comme vous le signez, sur lequel faut accompagner les aidants, enfin les proches. Et je trouve ça assez intéressant que ça se retrouve aux deux interventions par rapport à ça. Et merci pour vos programmes. Moi, j'ai été formé à Bref et je trouve ça hyper intéressant. Je n'ai pas encore la chance de connaître Léo, donc j'ai hâte d'être au printemps 2025 pour le e-learning. Bien sûr. Une Euh, formation Léo aussi, hein, si ça vous intéresse, on en propose plusieurs fois par an. Pour le coup, sur le site du Vinatier, il faut se déplacer sur 4 jours, mais voilà, toutes ces infos-là peuvent vous être données si vous nous contactez par mail. Oui, Donc c'est accessible, il y a des places pour la fin d'année, là, pour octobre, pour la formation Léo notamment. c'est une formation qui est payante, donc Ouais. voilà, vous pouvez, ça fait partie aussi des objectifs professionnels. a priori, c'est 900 euros d'après ce qui a été noté dans le chat par Oui, personne, c'est bien ça? c'est ça. Et forcément, on parlait du programme Léo en e-learning, donc il y a la question, est-ce que Bref va exister à distance en Ah, format e-learning?
Se former à Bref à distance, c'est quelque chose que l'on a fait uniquement pour certaines régions hors métropole, donc les DOM-TOM, pour une mise en route là-bas quand il n'y avait pas de financement pour déplacer l'équipe là-bas, évidemment, parce que pas toutes les régions peuvent avoir les financements nécessaires à des déplacements aussi onéreux. Néanmoins, avoir Bref à distance, c'est pas forcément quelque chose qui est dans les projets au CLAP. Après, on peut vous accompagner dans la mise en route. Puis la formation, bref, pour le coup, est gratuite et proposée en un jour et tous les mois au Vinatier. Donc, elle est assez accessible. C'est en ce sens qu'on imagine que c'est pas forcément une priorité dans notre service de la rendre accessible à distance, on va dire. Excusez-moi, c'est moi qui ai posé la question. Je suis formée à Bref en Mayenne dans un petit centre hospitalier. C'est vraiment à l'autre bout par rapport à Lyon. En fait, on est quatre formés, on voit les limites de quatre formés. Et en fait, nous, l'hôpital, il paiera jamais, enfin, une journée de formation à Lyon, en fait, aux gens qui veulent, enfin, c'est un coût trop important. Et ouais, c'est pour ça que je demandais si la distance était possible, tout simplement. D'accord. Alors après, à ce moment-là, en fait, sur demande un peu spécifique comme la vôtre, l'idée, c'est de faire un mail au CLAP qui permettra de recueillir votre demande, savoir si c'est possible d'éventuellement faire déplacer 2 personnes du CLAP vers vous pour former peut-être une équipe complète, entre 15 à 30 personnes, hein, qu'on se déplace à partir de ce nombre-là. Après, les modalités changent un peu en 2025 parce on va avoir des centres formateurs en région parce que on voit un peu la limite du CLAP. On est une petite équipe en réalité et se déplacer pour toutes les demandes, eh bien, c'est difficile hein, concrètement. Donc, l'idée, c'est qu'en région, il y ait des personnes qui forment aussi des animateurs. Bref, donc ça, c'est vraiment des discussions qui débutent cette année. Mais du coup, écrivez-nous et puis le coordonnateur Bref qui s'appelle Antoine Poinet pourra vous répondre. D'accord, mais du coup, au lieu de, ça peut être faire sur ce 15 personnes, nous, ce sera pas 15 personnes, mais ça peut être pour plusieurs hôpitaux, par contre. Par exemple? Par exemple. Ouais, Oui, d'accord. oui, oui. Ok, merci. Ouais, dans la région, il y a déjà 2 établissements qui ont proposé ensemble une formation bref à leurs professionnels. Donc, Ok. c'est possible de se coordonner. Après, ce sont Mm. des conventions entre établissements. C'est ça, Exactement. et de la communication entre hôpitaux, on sait que des fois, c'est pas évident, mais ça peut aider. Ouais. Marion, est-ce que tu veux intervenir? Est-ce que tu as une question? Non, je n'avais pas plus de questions. J'ai trouvé les éclairages vraiment très, très intéressants et ça donne envie de faire Léo chez nous. Voilà, en fait, moi, ça me donne envie de développer Léo parce que Profamille, on pratique, on connaît. Bref, ça se met en place, même si effectivement, le manque de... c'est un sujet, le fait d'avoir besoin de former à grande échelle, en fait, les professionnels à bref, c'est-à-dire que on voit sur le CHU de Nantes, par exemple, ou bien dans d'autres établissements, quand il y a une dizaine de personnes formées, ben, ça suffit pas. En fait, ça fait des silos où il y a des petites unités. Chez nous, c'est souvent les unités soit autour du centre de réhab, Oui. soit dans les centres d'intervention précoce, où il y a on propose de manière vraiment fréquente, bref. Mais il faudrait réussir, et c'est vrai que ça, c'est un enjeu, je pense, important des années qui viennent, de Mm. réussir à former à grande échelle des professionnels des établissements pour que ce soit dans les prises en charge de base, quoi. Enfin, que ça puisse être vraiment pensé comme ça. Donc voilà, je suis avec ça. Et Léo, comme on est, pour le coup, on n'a pas encore mis en place ça sur les territoires de manière généralisée, ça donne vraiment envie de le côté très porte d'entrée, transnosographique, et me Mm. semble vraiment chouette, en tout cas. Oui, et puis agréable à animer, hein. Enfin, c'est un programme qu'on aime beaucoup animer nous ici, qui n'a pas un lourd fardeau soignant aussi en termes de charges administratives et d'animation de séance. Donc vraiment, c'est un chouette programme. Enfin, on peut témoigner de ça aussi. Mm. Et juste, Pascal et Marinette, je me posais la question, vous avez fait comme programme d'aide aux aidants, vous avez participé comme aidant à Profamille, je sais plus Oui. lequel des deux disait Profamille, et Léo aussi, vous avez fait lesquels en fait de programmes? Peut-être que tout n'existait pas, peut-être que vous avez fait secondairement des programmes. Voilà, je me posais ces questions-là en fait. Quel parcours de programme vous avez pu avoir vous? Eh bien, justement, ça n'existait pas, je pense. Enfin, j'en ai pas eu écho de Léo et de, de Bref.
Voilà, mais par contre, dans le DU, nous, on a été formés pour être animateurs du bref. Ok, bien sûr. Ouais. Voilà, et prochainement, dans mon équipe, on va être formé à bref avec un infirmier en pratique avancée. Et si le projet va au bout, on devrait s'en inspirer pour justement des aidants qui accompagnent dans les troubles neurodéveloppementaux. C'est un projet. Super. Voilà. Moi, j'habite en Normandie et tout à l'heure, il y a une carte qui est passée là où bref était disponible. Et Rouen, c'est le Sahara, il n'y a rien. Et donc, j'ai fait Profamille et c'est assez curieux parce que donc il y a pas une culture il n'y a pas des habitudes de faire des programmes pour les aidants. Et les sessions Profamille dans la région ont du mal à recruter. Ah ouais, ok. Et, enfin, parce que je vous écoutais, enfin, c'est bien de mettre des flyers, des choses comme ça, mais enfin, je voudrais rappeler que quand même, si on parle de littératie en santé, je crois que c'est la moitié des personnes qui ont un niveau insuffisant de littératie en santé, ne serait-ce que pour prendre des antibiotiques, hein. En gros, personne ne lit la notice des médicaments, enfin la moitié des gens. Là, c'est pareil, s'il n'y a pas un accompagnement des soignants pour dire, mais faites bref, faites Léo, faites Profamille, faites Connexion familiale. Il y a que la moitié des personnes qui iront. Ok. Est-ce que je peux poser une petite question? J'en profite au CAP, à Bénédicte ou Maxime. Sur les formations que vous faites par rapport au bref, il y a 5 thématiques. Est-ce que vous faites la formation sur les 5 thématiques ou juste celle sur les troubles psy? Alors, la formation bref, en fait, comme on la propose à plus large échelle, elle donne toutes les connaissances et les enfin, possibles pour animer tout type de De bref bref. après, donc tout type de déclinaison. Parce qu'en fait, c'est vous qui avez le savoir, hein, quand vous êtes, par exemple, soignant de une unité de troubles des conduites alimentaires, ben, en fait, vous êtes à même d'informer les familles sur ces troubles-là, en fait, nous, Hum, au final, qui sommes dans la psychiatrie adulte classique, on va dire. Donc, en fait, on peut former à large échelle, peu importe la déclinaison de bref. Après, je dis ça tout en sachant qu'il peut y avoir quelques journées spécifiques pour plutôt créer du réseau. Par exemple, on a fait des journées autour de bref addiction pour favoriser que les professionnels de santé se rencontrent et les associations de famille. Donc ça peut arriver très ponctuellement, je dirais une à deux fois par an maximum, qu'il y ait des journées de formation par déclinaison de bref. Mais c'est pas ce qu'on fait majoritairement. merci. Et en termes de support, c'est différent d'un programme bref à l'autre ou pas? Les seules choses qui diffèrent, c'est les cartes imagées qui ont été imaginées pour Bref, qui sont un support enfin un outil dans l'outil, on va dire. Hein, Bref n'est pas égal aux cartes, hein, mais c'est plutôt voilà les illustrations qui changent parce que ça en fonction des thématiques. Sinon, le contenu, le squelette, c'est le même hein, finalement. Ce qui va changer après, c'est le réseau associatif. Mais ça, c'est très local aussi. Enfin, ça dépend de là où on intervient. Donc, c'est plutôt les soignants qui feront les programmes qui vont animer en fonction de leurs compétences et en fonction de leur lien associatif, quoi. Dernière question sur les pères aidants familiaux pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. En DEPAF Pro, en fait, le savoir expérientiel des personnes, elle varie suivant son parcours. Sur le savoir expérientiel propre. Voilà. Donc, dans les formations du diplôme universitaire, ça peut être soit des parents, enfin des parents, pas forcément, des proches aidants qui accompagnent un proche qui a des troubles du neurodéveloppement ou plutôt versant avec des troubles psychiques. Et dans les troubles, enfin dans les comorbidités, ça peut se rejoindre des fois aussi. Donc voilà, c'est assez varié. Le DU, il est commun handicap psychique et troubles du neurodéveloppement. Alors moi, je sais que le centre ressources autisme, là, il y a une pérédante familiale qui n'a pas fait le DU.
Et puis, dans le DU, dans les sessions, il y a eu plusieurs personnes qui étaient plutôt branchées, enfin, étaient issues de l'accompagnement d'un proche avec un TND. Voilà. Ou avec, alors ça peut comprendre différentes formes, hein. Il y avait aussi une père aidante familiale qui était plus axée sur les 10, voilà, avec une très grande expertise. Ça dépend. C'est pour ça que c'est un peu difficile de tout développer aujourd'hui. Je pense qu'il est 16h59. On est bien, hein. On est parfait. Merci beaucoup. Merci. Je propose qu'on s'arrête là. Merci à vous. Merci beaucoup aux intervenants, Pascal, Marie-Neige, Bénédicte et Maxime, pour vos interventions.